Bonjour et bienvenue pour cette troisième table ronde du Play It Festival 2019. Donc le thème de cette table ronde, c'est l'art de la narration dans le jeu vidéo. Donc pour démarrer, on va faire un petit tour de table, histoire que vous découvriez les invités qui sont autour de moi pour cette table ronde. Alors vas-y, je te laisse commencer. Donc moi je suis Simon Trucchi, je suis narrative designer indépendant Ouais. D'accord. Simon Trucchi, narrative designer indépendant. J'ai fait avant ça un petit peu moins de 2 ans sur Wakfu chez Ankama. Et maintenant je travaille avec des studios indépendants de temps en temps. Voilà. Donc moi je m'appelle Morgane Lénard, je suis game designer au sein du studio lillois CCCP. Donc on fait à la fois des jeux vidéo classiques et des serious games. Et dans nos jeux, on a eu Dead in Bermuda et Dead in Vinland qui sont sortis l'année dernière. Bonjour à tous, Nicolas Devos. Donc j'ai travaillé chez Ankama sur les titres Dofus, Wakfu. On s'est croisés. Également plus récemment sur Black Sad, Call of Cthulhu. Et j'ai monté mon propre studio et on travaille sur des jeux qui s'appellent les jeux chroniriques. Voilà, des jeux narratifs évidemment. Bonjour, je m'appelle Ludovic Ozog, président d'Ordi Rétro à Lille, donc plutôt la culture du jeu vidéo en région Hauts-de-France et des grands défendeurs du néo-rétro. Moi c'est Alt236, je fais des vidéos YouTube sur la création et l'art on va dire, et j'ai écrit une chronique pour Canard PC aussi, voilà. Et moi c'est Coralie alias Retroxidia, je suis vidéaste sur internet, collectionneuse de jeux vidéo et très grande amatrice de RPG. Ok, alors pour démarrer, ça ne vous aura pas échappé qu'on a donc 2 narrative designers autour de la table, mais je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est un narrative designer, donc si l'un de vous deux peut nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste. Un narrative designer, c'est l'équivalent pour le jeu vidéo du scénariste pour le cinéma, très simplement, je crois qu'on peut dire ça comme ça, spécialiste de l'écriture interactive. Et il y a autant de narrative designers qu'il y a de formats de jeux différents, quoi, on va dire. Ouais. C'est un truc qu'on dit beaucoup dans le jeu vidéo, c'est même si t'es game designer ou level designer, il y a autant de façons de faire du game design qu'il y a de jeux. Voilà. Et pour le narrative design, en fait, ça dépend de comment le studio qui t'emploie comprend la chose. Moi, en ce moment, j'ai une activité vraiment de scénariste et de dialoguiste, mais il y a des, on va dire, puristes du narrative design qui disent que le narrative design, c'est ce qui est narratif, mais qui n'a aucun rapport avec le texte, par exemple. Ça va vraiment dépendre des besoins. Et du coup, en général, comment vous travaillez Est-ce que c'est aussi... vous écrivez comme un scénariste, du coup, des espèces de continuité ou quels sont les outils que vous utilisez en général Comment ça se passe concrètement Pour ma part, ouais, clairement, c'est de l'écriture et c'est dialoguer avec une équipe. Mais moi, j'arrive dans une équipe qui est déjà formée, en fait. Il y a déjà un projet et on va dire je vais mettre la narration au service du projet qui est déjà là. Qui n'est pas forcément toujours conçu pour être narratif au départ, mais ça peut être des gens qui se disent à un moment notre système va bien, notre jeu est bien, mais si on a de la narration, ça va ajouter quelque chose d'intéressant. Et donc c'est discuter avec les équipes qui sont déjà là, qui ont déjà travaillé plusieurs mois sur le projet pour voir comment est-ce que ça peut, comment de la narration peut enrichir le jeu. Ok. Donc là maintenant, bon pareil, c'est le début de cette table ronde. Donc si l'un d'entre vous voudrait proposer une définition de la narration dans le jeu vidéo spécifiquement, qu'est-ce que ça implique et quels en sont les enjeux? Je sais pas. Ouais. Ouais. Ouais, merci. Narration dans le jeu vidéo. La narration, tout simplement, c'est la manière dont on va raconter l'histoire. Donc que ça s'applique aux jeux vidéo ou à n'importe quel type de récit, voilà, c'est comment on va s'y prendre pour raconter une histoire. La particularité du jeu vidéo, c'est que quand on dit jeu vidéo, en fait, on n'a rien dit. Il y a énormément de formats, de genres, et la narration doit coller à un format et à un genre. Voilà. Et il y a des codes aussi, c'est-à-dire que les joueurs, par exemple, moi j'ai déjà travaillé sur un Battle Monster, donc un duel de créatures, avec un mode histoire très simple, un peu à la Tekken, les joueurs s'attendent à cette norme, ce format. Du coup, on ne peut pas déroger, quoi. Il faut connaître la norme, le format, et puis on regarde ce qui a été fait, et puis nous, on va
insérer en fait notre histoire dans ce code, ce format. Voilà. Ça vous va? Vous avez un truc à rajouter? Ouais. Je compléterai en disant qu'en fait la narration dans le jeu vidéo, ça passe pas forcément par du texte, ça passe aussi beaucoup par l'action du joueur et par comment on enchaîne les mécaniques de jeu, comment on peut gagner certaines compétences. Le fait de gagner une compétence et ensuite de pouvoir l'utiliser pour vaincre un ennemi, en soi, c'est une étape dans la narration du jeu. Donc ça va vraiment au-delà du texte, en fait. Ouais, du coup, c'est aussi une écriture de personnage qui est interactive quand on va enrichir son personnage, comme tu disais, avec des compétences, etc. Voilà, c'est quelque chose qui va vraiment dépendre de quelle interaction on va proposer aux joueurs. Alors, justement, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet avec une question un petit peu polémique. Est-ce que pour vous, ce sont les jeux avec les scénarios les plus développés, les plus alambiqués, qui marquent le plus les joueurs? Et sinon, pourquoi? Quelqu'un veut répondre? Un exemple de jeu, par exemple, ouais, avec un... Moi, je vais faire une petite expérience de jeu rétro, parce que forcément, c'est un peu mon domaine, avec Retro Oxidia. Donc, il y a un jeu qui m'avait marqué, qui était Another World. Donc ce jeu, c'est Eric Chahi qui l'a créé, de toutes pièces dans son garage, on va dire ça avec son frère. Et ce jeu, il y avait une particularité, c'est que il n'y avait pas vraiment d'histoire. En fait, on avait vraiment un scénario, on était plongé dans un univers parallèle. Et au fil du temps, l'histoire se composait. On avait une amitié avec une entité extraterrestre, on avait des missions à accomplir, on avait un monde à explorer, et tout ça faisait qu'on avait une immersion dans l'histoire, et cette histoire, elle n'était pas racontée, il n'y avait pas de dialogue avec les personnages. Donc il y a une particularité aussi de ce jeu, c'est que on avance dans le jeu sans avoir lu une seule ligne de texte, et c'est ça qui était intéressant à l'époque, c'est qu'aujourd'hui il y a aussi des jeux où on peut être tout de suite immergé comme dans un film. Donc je pense qu'aujourd'hui il y a la différence, c'est qu'on compare un peu aujourd'hui les nouveaux jeux vidéo avec des films. Voilà. Je ne sais pas si quelqu'un pourrait... Et j'ajouterais que, comme le jeu vidéo permet de raconter des choses d'une nouvelle façon, il a cette interactivité, comme tu disais, qui fait que par tes interactions, c'est aussi toi qui participes à l'écriture de cette histoire. Tes choix, par nature, vont influencer sur ce qui se passe. Et quelque part, je pense que le less is more, en termes de narration, est souvent intéressant. S'il y a un autre moyen que de mettre une ligne de texte pour expliquer ce que tu dois expliquer, je trouve que généralement c'est mieux de le faire si ton décor peut l'expliquer, si un objet peut le raconter, si un costume peut le faire de façon un peu subliminale et peut-être plus fine. Généralement tu accèdes à des émotions un peu plus troubles parce que tu sais pas trop pourquoi tu as ressenti ça, mais tu l'as ressenti parce qu'on te l'a dit de façon fine. Si on dit tu te sens pas bien parce que tu as perdu ton combat, c'est un peu degré zéro, c'est un peu un échec quelque part de narration d'avoir eu à nommer de façon un peu brute, voilà ce que tu es obligé de ressentir, j'ai pas pu te le dire autrement, c'est maintenant que je dois te le dire. Donc je trouve que s'il y a eu du jeu vidéo qui a été très narratif, et il y a des trucs géniaux, je suis pas contre le texte, etc., au contraire, mais il faudrait que ça se justifie vraiment dans l'histoire, pour que ça ne devienne pas quelque chose où, ok, tu passes un peu vite parce que il y a trop de lore, et ce que vous me proposez, moi je préférerais jouer, et peut-être jouer et qu'on me raconte l'histoire en même temps. Donc c'est très complexe à faire, parce que c'est une alchimie qui fait intervenir peut-être encore plus de paramètres qu'une écriture cinématographique. Là, tu as le fait de la personne bouge tout le temps, elle peut regarder ce qu'elle veut. Comment tu écris une histoire où le personnage peut faire ce qu'il veut? Ça pose des questions fascinantes, je trouve. C'est exactement ce qu'on apprend aussi quand on apprend à réaliser des films et à faire de la mise en scène et à écrire pour le cinéma. C'est-à-dire qu'on nous apprend, une des premières choses qu'on nous apprend, c'est justement si on a besoin de faire passer une idée, si un personnage a besoin de le dire, c'est un échec. En fait, il faut essayer de le faire passer par la mise en scène, et c'est plutôt la mise en scène qui va être moteur de ce que le réalisateur a voulu exprimer comme idée. Et du coup, pour revenir justement à la question des jeux rétro ou aussi des jeux de rythme, même des puzzle games, tout ça, où on a en général juste une petite mise en contexte avec vaguement le nom d'un personnage, le nom d'un univers et tout ça. Qu'est-ce que vous pensez de ce type de narration assez légère? Est-ce que c'est une narration déjà? Moi j'ai l'impression que... Déjà, nous, on a quand même une particularité, c'est qu'on se raconte toujours des histoires. En tant que, on est une espèce vivante sur cette planète qui se raconte toujours des histoires. Et moi, je suis un grand fan d'Arcanoid, qui est en fait un casse-briques.
Et je me faisais la réflexion ce matin, en fait, Arkanoid, c'est pas un casse-brique, c'est Arkanoid. C'est dans un univers SF. Toutes les, comment dire, les systèmes de level, vous allez affronter des murs qui sont dessinés, designés, qui représentent des créatures. Et ça contribue effectivement à ce qu'on se raconte notre propre histoire, quoi. Donc même avec un gameplay minimaliste et qui n'est pas narratif, il y a toujours un univers, quoi. Et à partir du moment où on crée un univers, on est déjà dans un récit. Un univers, c'est une composante de récit. Enfin, un bel exemple de ça, c'est l'émergence de tous les jeux bac à sable, Minecraft, où là les joueurs sont appropriés le jeu pour se créer leur propre histoire en fait. Et donc ça montre bien qu'on a besoin, même si le jeu de base n'a pas une forte composante narrative, parce qu'on laisse beaucoup de liberté de gameplay, le joueur peut lui-même créer une narration. Ouais, vas-y. J'ai un petit truc à rajouter aussi, parce que dans les équipes, notamment les équipes de jeux vidéo, si vous venez et que vous n'avez pas d'histoire à raconter à votre équipe de développeurs, de game designers, ils sont à sec. Créativement parlant, ils sont à sec. Donc le carburant, c'est vraiment l'histoire, quoi. C'est le fondement, quoi. Qu'on fasse un casse-brique ou qu'on fasse un Heavy Rain ou que sais-je, ou un Detroit Become Human. Voilà, il y a de l'histoire, il y en a partout, en fait. C'est un peu malgré nous, quoi, on va dire. Je rajouterais même que c'est hyper intéressant quand tu écris quelque chose, ce moment où tu couches des idées au départ en disant ok, ça m'attire, c'est un bon concept, etc. Après tu dois l'écrire, à la fois le développer, et là tu vas faire face à plein de problèmes. Ah, ça c'est pas cohérent, ça veut rien dire, etc. Et au bout d'un moment, si tu résous un peu ce Rubik's Cube, tu arrives à quand tout a un sens et que tu sais pourquoi tu le racontes, pourquoi c'est là, et que tu as fait le tri de bon, ça c'est en trop, j'ai pas besoin de le raconter, tu arrives à une espèce de, comme si tu voyais la matrice, tu dis waouh, ce truc commence à exister, il est cohérent, et moi-même je suis heureux de lire ce que je suis en train de raconter. Enfin, c'est cette espèce de truc, tu passes par des tamis en fait, le tamis du cliché, les tamis de c'est mal raconté, enfin tu as plein de trucs, mais c'est un exercice très fascinant. Quand tu arrives au moment où de dire bah, tout a un sens et ça marche bien, mon mécanisme tourne enfin. Et c'est ça, je pense, aussi une bonne histoire. C'est un moment où tu as une mécanique, même si elle te livre pas tout, comme tu disais tout à l'heure, il y a suffisamment de mécanismes pour que toi, tu puisses rentrer dedans et fantasmer. Même avec les choses que tu montes pas, en fait. C'est souvent là que l'imaginaire, c'est ce que je raconte et ce que je laisse libre aux joueurs, spectateurs. Voilà. Alors ouais, justement, pour ce genre de jeu avec des scénarios qui peuvent paraître un peu plus légers au départ, surtout au niveau du jeune public, est-ce que vous diriez que ça peut être rapproché du conte, où on n'a pas forcément une histoire très développée, mais des personnages très iconiques et un univers marquant? Est-ce que c'est quelque chose une réflexion que vous avez déjà fait ou... Je ne sais pas si quelqu'un veut réagir sur ça. Peut-être Morgane, qui a déjà fait des serious games pour le jeune public. Ouais. Bah nous, oui, dans le serious game, c'est aussi important de raconter une histoire pour donner envie d'apprendre en fait aux joueurs. Et donc ça passe tout ce qui peut permettre d'attirer l'attention et de la capter. Nous, on le prend, quoi. C'est vital pour nous. Ok. Par rapport aux enfants, on étudie l'écriture minimaliste, comment tu fais pour parler à un jeune public. En fait, il y a des archétypes dans des archétypes de personnages qui vont venir, quoi. Typiquement, dans beaucoup de contes, il y a un monstre, il y a une sorcière, il y a un loup. Et ça, c'est un archétype qui est hyper intéressant parce que qui dit créature malfaisante, la créature malfaisante qui menace l'harmonie sur le royaume, elle appelle le héros, elle appelle le joueur. Donc ça, implicitement, nous, dans notre culture, en fait, il suffit d'être exposé à ce petit motif narratif pour que ça déclenche tout de suite, en fait, chez le joueur, cette reconnaissance et cette identification. Du coup, les archétypes, effectivement, c'est un truc qui est intéressant parce que c'est universel, quoi. Et il y a beaucoup de jeux qui reposent justement sur ces archétypes-là. Je voulais rajouter un truc, c'est que depuis, on va dire, des années 80, il y a toujours eu un méchant et un gentil. Donc, je prends le cas de Donkey Kong ou de Mario, je veux dire de Mario Bros, où en tous les cas, c'était Donkey Kong le méchant, et forcément, il fallait sauver la princesse, et que derrière, on prend n'importe quel jeu comme Crash Bandicoot, il y a toujours un docteur méchant,
On prend le cas de Sonic, il y a toujours un méchant, et cette histoire, elle est là aussi. Donc, quels que soient les jeux aujourd'hui, il y a toujours une histoire. Tout à l'heure, tu parlais d'Arcanoid, tu peux parler de jeux de voiture. Même dans les jeux de voiture, maintenant, il y a des scénarios où on raconte l'histoire du personnage qui va conduire la voiture. Donc aujourd'hui, il y a toujours une histoire qui soit dans des jeux d'action, dans des jeux d'aventure, dans des jeux de combat. Tu disais tout à l'heure des jeux de combat, et maintenant on met dans Tekken un mode d'histoire, alors qu'avant on jouait à un jeu de combat, quoi. Donc, je trouve intéressant ce que vous disiez tous, c'est qu'il y a quand même des choses qui ont déjà été faites en termes de narration, et des grands principes, entre guillemets, on peut décider de les ignorer, mais tu as des choses comme le héros aux mille et un visages, donc, qui est une analyse qui avait été faite par un sociologue, chercheur universitaire, qui avait analysé tous les mythes possibles pour dire il y a des structures qui reviennent, le héros, il y a l'appel à l'aventure, il y a la rencontre, enfin voilà, il y a plein de stages entre guillemets, dans lesquels quand tu veux écrire une épopée, tu es un petit peu obligé de passer. Et même en termes de scénario, on va demander d'identifier des personnages, d'avoir un allié, un faux allié, d'avoir un antagoniste. Donc en fait, il y a aussi des structures d'où parfois, même en voulant être original, c'est difficile de sortir. Il y a des choses comme les tropes aussi, qui sont des motifs narratifs, qui sont un peu des clichés ou des motifs qui sont réutilisés dans les jeux. En tant que narrative designer, il faut faire gaffe à pas trop tomber dans des tropes déjà 1000 fois faits, parce que les spectateurs et les joueurs ont envie de nouveautés. Donc voilà. Et je dirais juste que ce qui est intéressant sur la notion de conte de fées, c'est que les siècles avancent et les moyens les plus partagés pour raconter ou des histoires ou partager de la connaissance évoluent aussi. Et aujourd'hui, je pense qu'on est d'accord pour dire que le jeu vidéo est peut-être le média le plus qui bouge le plus, où il y a des choses à inventer, etc. Et où les gamins d'aujourd'hui, peut-être que certains auront plus envie de vivre une histoire dans un jeu vidéo où on leur dit c'est toi qui vas être le héros, que de lire une histoire. Enfin, je critique pas les livres, je dis juste que c'est le médium qui va parler aux jeunes d'aujourd'hui. Des fois, ça va aussi être une entrée justement pour aller découvrir un livre ou un film ou autre chose. Mais je pense que les contes, tu as complètement raison, il y a plein de jeux qui te refont des contes, c'est les mêmes potions entre guillemets qui sont utilisées pour faire ça, mais c'est juste modernisé et remis avec ce que les nouveaux formats permettent, les nouveaux médiums permettent. Je pense aussi que c'est intéressant d'aborder le jeu vidéo sous son aspect narratif, parce que dans le cinéma, enfin dans le monde de la création de cinéma, de la série, de la vidéo, il y a tout un pan de la création auquel on n'a pas forcément accès, ou en tout cas le public a très peu accès, c'est tout ce qui est cinéma expérimental. Et j'ai l'impression que dans le jeu vidéo, donc on pourrait ramener ça, le cinéma expérimental, c'est presque le cinéma sans narration en fait. Et j'ai l'impression que dans le jeu vidéo, le monde des indépendants a permis d'ouvrir beaucoup plus vite au grand public tout ce qui justement allait au-delà de la narration. On n'avait presque plus de narration. Et on a beaucoup plus facilement, c'est beaucoup plus facilement accessible au grand public les contenus expérimentaux dans le monde du jeu vidéo, je trouve, que dans le monde du cinéma ou d'autres médias. Ouais, tout à fait. Et puis du coup, je profite pour faire une petite pub pour la Gaming Zone, parce que c'est vrai qu'on a aussi mis en avant les jeux expérimentaux cette année, où il y a un gros focus sur le graphisme. Donc voilà, justement, si vous avez envie de voir concrètement de quoi on parle de ce côté-là, baladez-vous dans la Gaming Zone. Maintenant, du coup, vraiment en mécanique de narration, est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a des jeux vidéo où c'est un petit peu artificiel, où on repose sur un rythme séquence de gameplay cinématique, séquence de gameplay cinématique, et comment on peut sortir de ça? Est-ce que c'est un modèle qui fonctionne selon vous? Il y a peut-être effectivement des jeux qui imitent encore un petit peu trop la narration, on va dire, linéaire du cinéma ou de la série. Peut-être parce que c'est très jeune qu'on s'intéresse à cette question-là. Effectivement, je préfère quand on a un jeu avec des systèmes vraiment de gameplay qui marchent très bien et que la narration arrive à se coller dessus pour donner une expérience global en fait. Les jeux purement narratifs, ça repose très souvent sur faire des choix, et faire des choix qui n'ont pas forcément d'importance. Tu prends les Walking Dead, tu vas choisir tel ou tel personnage qui meurt, mais après le scénario il continue de toute manière, et puis tu as juste un pan ou un autre de l'histoire. Ça peut être intéressant, mais en fait, est-ce que tu vas faire tous les jeux The Walking Dead avec autant de plaisir ?
Et à l'inverse, je vais prendre par exemple Fire Emblem, qui n'est pas forcément la meilleure réalisation en termes d'écriture ou de choses comme ça, mais qui, sur le long terme, va réussir à te donner de l'importance, à te faire prendre de l'importance pour le gameplay de base. Ils ont un système de combat tactique qui est rodé depuis je ne sais plus combien de dizaines d'épisodes. Et c'est vraiment les enjeux narratifs qui posent par-dessus qui vont t'accrocher à ça. Moi, en fait, je me pose beaucoup la question, justement, quand on a des jeux où la narration est très cliché, ou moi, quand je joue au jeu, je sais que là, je vais pas aller là tout de suite, parce que là, je vois très bien que c'est le grand méchant, ça fait peut-être 3 heures que je sais que c'est le grand méchant. Je me demande si ça vient pas d'un problème d'équilibre au sein de l'équipe, en fait, de développement. Est-ce que justement les game designers n'ont pas suffisamment travaillé avec les scénaristes? Est-ce que justement c'était des indépendants et ils n'avaient pas forcément au sein même de l'équipe des gens qui étaient des experts de ce sujet-là, alors qu'ils avaient cette ambition, ils ont voulu talter du doigt, et comme ils n'avaient pas forcément la compétence correcte, ils sont retombés sur des clichés, en fait. Il faut quand même se rendre compte que ce qu'on appelle le narrative design, c'est un truc qui est très récent. Narrative designer, il y a encore 10 ans, on va dire 15 ans, allez, je ne sais pas si le terme existait vraiment, quoi. Donc le besoin d'avoir une histoire qui soit cohérente, c'est venu après. Et donc ce que vous disiez, effectivement, c'est effectivement moi ce que j'ai vécu. C'est que dans les équipes qui étaient installées, quand moi je suis intervenu à chaque fois, il y avait un game designer qui était là, qui pondait ses mécaniques de jeu qui étaient hyper efficaces. Et d'un coup, en fait, il avait un problème, il fallait mettre une histoire qui soit sympa dessus. Et donc l'histoire arrive après les mécaniques de gameplay. Et c'est pour ça qu'on a une sorte de grand débat, ludologie, narratologie. Mais en fait, c'est n'importe quoi. Ça dépend complètement des équipes et des envies, en fait, qui sont là initialement, quoi. Et effectivement, au début de ma carrière, j'en étais souvent à mettre des rustines. Finalement, mettre des rustines d'histoire. Et ouais, ça marche pas, évidemment. Ouais, ça marche pas. Enfin, ça marche moins bien, quoi. Tout à l'heure, on parlait de séquences rythmées entre le jeu vidéo et la séquence et la cinématique. Je vais prendre un cas de jeu, parce qu'on ne cite pas beaucoup de jeux, c'est ce qui est un peu dommage, parce que ça serait bien de donner des exemples pour le public. C'est que je prends le cas de House of the Dead. La mécanique du jeu, il y a quand même une histoire dans House of the Dead, par exemple. Et vous avez à chaque fois ce rythme qui est cassé par ce rythme de jeu, par une cinématique. Et ça peut aussi être intéressant de savoir qu'est-ce qui se passe entre deux, entre l'action et entre l'action du jeu et entre ce qui va se passer après. Voilà. Après, j'ai d'autres jeux. Je sais que dans le public, on a quelqu'un qui travaille dans un studio, Shadow of Light, qui est un jeu basé sur une fée. Et forcément, si toute l'histoire se construit au fil du temps, on va progresser sur les niveaux. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut essayer de se caler sur les types de jeux aussi. Je pense qu'il y a différents types de jeux qui apportent une problématique de narration. Il y a même des jeux où on n'a même pas d'histoire, et c'est en progressant dans le jeu qu'on apprendra à évoluer on apprendra à connaître la narration du jeu. Je prends le cas de Journée, pour ceux qui connaissent ça. Donc je voulais revenir sur ce qu'on disait il y a 2 minutes. C'est qu'effectivement, narrative designer, c'est très récent comme métier. Mais pareil, game designer, à une époque, ça n'existait pas forcément dans tous les studios. C'était vraiment, les jeux étaient faits par des développeurs. Moi, j'avais un patron qui me disait que dans les années 90, ils n'avaient aucune conscience de game design. Ils faisaient leurs jeux et puis c'était comme ça, quoi. Et petit à petit, c'est à force de vouloir être plus minutieux sur certaines choses que des métiers secrets. Et la narration, effectivement, c'est un des plus récents. Ouais, tu veux rajouter quelque chose ? Tu disais tout à l'heure qu'au début, les jeux étaient un peu censés être fun, pour le dire comme ça, et puis après, on rajoutait des histoires. Donc la technologie évolue, ce qui fait qu'on a envie d'aller plus loin dans le médium et de raconter des choses plus profondes, etc. Mais le public aussi évolue. Je pense que tous les gaming natives, donc qui sont nés dans les années 80, on va dire, et ceux après, je pense, ont envie d'autre chose. Moi, par exemple, je suis pas du tout jeu de baston, je suis pas jeu de sport. Moi, j'ai envie qu'un jeu, il me retourne et qui me raconte un truc, en fait. Même si c'est fait bizarrement, je pardonne beaucoup de choses. Par exemple, si il arrive à me toucher par ce qu'il raconte, par l'intention
des auteurs qui sont derrière cette œuvre, parce que c'est une œuvre. Et du coup, je pense que c'est le fait qu'il y ait de plus en plus de jeux, de plus en plus de propositions différentes, de contextes de création. Je pense qu'un auteur tout seul ou une autrice peut parler d'un truc très pointu et d'aller à fond, alors qu'un studio va peut-être essayer de faire des nouvelles façons de jouer et de raconter des choses. On va tous avoir des objectifs différents selon l'entrée, mais je pense que le public veut d'autres choses et les créateurs ont envie d'aller plus loin. Donc c'est ces deux tendances qui font que peut-être le narrative design est arrivé, parce que oui, maintenant on attend d'un jeu que, même si c'est un peu mécanique d'abord, etc., il faut que, sinon c'est creux, quoi. Et dans un film, un scénar, on va d'abord te dire qu'est-ce que tu cherches à raconter, enfin c'est quoi l'idée qu'il y a derrière. Et si t'as pas d'impulsion, pas envie de raconter, au moins un sentiment, quelque chose, un feeling, ne serait-ce que même le fun, c'est une émotion en fait. Donc c'est pas si simple que ça de faire un jeu fun. Il y a déjà des choses qui sont narrées dans quelque chose de très austère. Mais on a tant d'outils et le médium est tellement formidable et il n'arrête pas de... Qu'est-ce que tu racontes en VR que tu pouvais pas raconter en non VR, quoi. Donc si j'étais auteur de jeux vidéo, je serais presque j'aurais presque le vertige devant tout ce qui est possible de faire, quoi. Donc concrètement, il y a un jeu qui t'a marqué là. Mais il y a plein de jeux qui m'ont marqué, mais du coup, tu veux dire sur précisément... Tu disais que ton expérience de joueur... Sur la VR, par exemple, ouais. Bah, par exemple, j'ai fait Inside il y a 2 jours, on en parlait en stream. Je devais le faire depuis longtemps, puis là je me suis dit allez, il faut que je le fasse. Et le jeu, par exemple, n'a aucune ligne de dialogue, n'a pas de panneau qui te raconte, il n'y a pas de hub, donc où tu verrais des chiffres, etc. C'est donc quelque part presque l'illusion d'un film. Et le jeu, en 4 heures, te raconte des choses. J'ai mis 2 jours à m'en remettre, alors qu'il m'a pas dit un seul mot. Et donc ça, par exemple, c'est un très bon exemple de. Et puis c'est adulte, c'est assez sombre, et en même temps c'est poétique. Ça manie plein de choses assez fines et complexes. Et je trouve que c'est génial d'avoir des jeux qui sont parfois des trucs vraiment profonds, quoi. Il y a du fun, je me suis amusé, il y avait des petites mécas, j'ai résolu des énigmes, mais au fond, j'y pense encore 2 jours après. Et plus tellement pour les mécas, mais pour ce que le jeu m'a laissé aussi après le jeu, en fait. Et je pense que ça découle beaucoup de ce qui a été raconté via la narration. Je voudrais pas non plus qu'on adopte une posture un peu élitiste de la narration par le gameplay, par le game design versus la narration écrite. Moi, je suis une grosse joueuse de visual novel dans lesquels il y a très très peu de gameplay et ça n'en retire pas que j'en ai tiré des expériences incroyables, des souvenirs incroyables qui m'ont beaucoup ému et qui ont réussi à créer des choses. Et le visual novel, pour rappel, c'est vraiment des types de jeux où quasiment tout est textuel, c'est illustré, il y a des bruitages, il y a souvent les voix des acteurs, il y a des choix à faire qui vont influencer ou pas la progression du joueur. Mais c'est vrai qu'en termes de gameplay, on est sur un minimalisme quasi absolu. Et c'est pas pour ça que l'expérience est moins noble ou moins... Je reprends le micro 2 secondes pour parler d'un jeu là, qui m'a... Quand tu as dit ça, parce que tu as tout à fait raison, le texte c'est génial aussi, il y a des choses magiques à faire avec jeux vidéo et texte. Et j'ai un exemple qui s'appelle Stories Untold, qui est un jeu en 4 épisodes. Et en fait, le premier épisode de ce jeu, c'est un ordi qui est modélisé, sauf qu'on te met juste à 20 cm de l'ordi, et tu as des lignes de texte qui s'affichent en te disant « Vous êtes dans une voiture, on vous a dit qu'il y avait des clés dans la boîte à gants, que faites-vous » Et tu as une ligne en bas qui s'affiche et tu dois marquer du texte, quoi. Et tu dois trouver de dire « Ouvrir boîte à gants ». Et le truc, il y a un nouveau truc de texte qui arrive. Et sauf que le studio est hyper malin, c'est Devolver qui a fait ça. Il joue ensuite avec le rapport au texte et le rapport au réel dans lequel ton ordi est placé. Et je vous assure que j'ai eu des frissons incroyables avec juste un truc ultra austère d'un texte, mais c'était tellement bien fait et tellement bien pensé que je me suis dit waouh, avec juste des mots, ils ont réussi à me toucher plus qu'avec le déluge de techniques qu'on pourrait avoir. Donc tu as raison de rétablir la vérité. En fait, ce que je pense, c'est que donc, au début du jeu vidéo, on n'avait pas beaucoup de moyens, on allait sur de l'essentiel, il faut du fun avant tout, et surtout, c'était plus un jouet qu'un vrai jeu. Le médium a ensuite mûri. On s'est dit, on va pouvoir raconter de l'histoire, on allait dans du pur narratif, dans quelque chose de plus ou moins textuel. Et maintenant, en fait, comme on a beaucoup d'indépendants qui ont des gros problèmes de budget, tout le jeu de vidéo d'aujourd'hui et de demain, c'est comment est-ce qu'on va être suffisamment ingénieux pour, le moins cher possible, arriver à raconter une histoire intéressante sans avoir des textes à traduire dans 15 langues, parce que ça va coûter un bras. En fait, c'est vraiment une nouvelle façon de penser la narration, en fait.
Et alors du coup, donc tu en as déjà parlé un petit peu avec les jeux Walking Dead. Qu'est-ce que vous pensez des jeux qui imitent un peu le cinéma et du coup, a fortiori, par exemple, je ne sais pas si vous avez vu l'épisode de Black Mirror, Bandersnatch, ouais, merci. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est encore du jeu vidéo ou est-ce qu'on est plus sur du cinéma interactif Là, je vais prendre quelques jeux que j'ai essayé récemment, j'en parlais tout à l'heure. Les jeux de Quantic Dream. Donc forcément, je les ai refaits en version HD. J'avais pas eu le temps de les faire forcément à fond sur les anciennes générations de consoles. Et ça m'a... Bon, c'est un film interactif pour moi, c'est une expérience de jeu. C'est pas la même chose que d'avoir la manette où on peut faire déplacer le personnage où on veut. Ça donne envie de continuer parce que tout à l'heure tu parlais de Retroxidia. Tu parlais que tu avais travaillé, d'avoir des souvenirs du jeu, d'y penser. Et moi, le dernier jeu de Quantic Dream, forcément, ça m'a donné envie de recommencer le jeu pour avoir des niveaux de points de vue différents et de savoir qu'est-ce qui va se passer. En fait, c'était un peu comme dans des épisodes de série où j'ai fait une étape. Je ne l'ai pas fait en un seul coup, forcément, le jeu. Et je l'ai fait en étapes. Et je me suis dit, il faut que je continue le jeu parce que je veux savoir que devient le personnage, qu'est-ce qui va se passer, c'est quoi les actions. Et en refaisant le jeu 2 ou 3 fois, j'ai fait des actions différentes pour voir qu'est-ce qui allait se passer si j'avais fait une autre action. Et donc forcément, le QTE, comme tu peux le citer, c'est des choix. Et les choix fait penser à Black Mirror, où à un moment donné, si on fait le mauvais choix, on n'a pas la même histoire. Exactement. Alors moi je pense que c'est un faux débat en fait, ce truc là, cinéma interactif. Le jeu vidéo en fait, vous en avez parlé, mais le jeu vidéo à la toute base, les tout premiers jeux, c'est quand même des jeux textuels quoi, où c'est des dungeon crawlers où tu dis tout droit, à droite, à gauche et tu explores, et en fait c'est effectivement hyper austère parce que c'est un jeu textuel. Et en fait vous l'avez dit, au fur et à mesure de son histoire, le jeu vidéo a su s'hybrider avec de l'image au départ qui n'était pas animée, mais ensuite de l'image animée, du film, etc. Donc le jeu vidéo, par essence, c'est en fait un médium qui est hyper facile à hybrider, quoi. Et ça dépend vraiment de l'envie du créateur. Donc film interactif ou pas, on s'en fout tant qu'il y a des bons créateurs finalement qui sont derrière et qui savent l'utiliser. Allons-y, quoi. Et puis nous, Français, on n'est pas mauvais dans ce cadre-là, donc cocorico. Non, je voulais aussi ajouter que je pense que on est dans une époque où la série télé a pris une place énorme dans nos vies, ce qui n'était pas forcément le cas à l'époque. Et on avait l'habitude d'avoir toujours, quand on allait voir une œuvre au cinéma, une histoire finie avec un début, un développement, un élément perturbateur, une fin. Ça respectait des structures narratives classiques. Et je pense que la série a permis d'ouvrir un peu sur des choses où on regarde des contenus qui n'ont plus forcément de fin, qui ne sont pas forcément écrits pour arriver quelque part en particulier et qui vont plus tourner autour d'une atmosphère de personnages, des interactions, des choses comme ça. Et en ça, je trouve que les deux commencent à se rejoindre là-dessus. On est moins sur des structures qui doivent forcément arriver à une fin. Ouais, et puis alors pour rebondir sur ça, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de fans de séries, et donc sur les séries comme Game of Thrones, de fans qui vont envisager leur propre fin au scénario et qui vont parfois être déçus par la fin proposée par les véritables scénaristes. Et du coup, est-ce que vous diriez que c'est aussi un phénomène qui est accentué par le jeu vidéo qui, au final, dans les jeux à choix multiples et à fin multiple, place le joueur dans la position de l'auteur quelque part, puisqu'il peut écrire sa propre histoire pour le personnage et presque choisir sa fin aussi. Peut-être réagir sur ça. Moi, j'ai toujours été étonné de la capacité des joueurs. Alors, peut-être que c'est propre aux joueurs de jeux de rôle, mais toujours été étonné par leur capacité en fait à se plonger dans un univers qui leur appartient pas, qui leur appartient pas, mais si, en fait, qui se l'approprie, ouais. Et après à développer du background à partir de là. C'est-à-dire que moi, je suis arrivé sur Dofus, en fait, le jeu existait, le background était vraiment minimaliste. En revanche, sur les forums, je suis tombé sur des perles de background, quoi. Les gars, ils ont fait des trucs, mais moi j'avais les yeux qui étaient comme ça. Je me suis dit, mais pourquoi on ne prend pas ce que les joueurs ont fait, quoi, tellement c'est bien. Donc, je ne sais pas si c'est propre aux jeux vidéo ou aux jeux de rôle, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a cette facilité pour le jeu vidéo à stimuler la créativité, quoi, qui est quand même assez étonnante, quoi.
Je pense que c'est pas forcément propre aux jeux vidéo. Pour moi, on rentre dans quelque chose qui est plus profond et plus ancien. Que tout simplement, quand on te raconte une histoire, tu participes parce que tu anticipes pas mal de choses. Et donc ça se faisait quand on racontait des contes dans l'ancien temps. Ça se fait quand tu lis un livre, tu imagines ce qui va se passer plus tard. Et on en revient un peu à ce qu'on disait au début. Il y a vraiment plusieurs types de narration. Tu as la narration directe, qui, comme on disait, est peut-être ce qu'il y a de plus pauvre parce que c'est juste de l'exposition. Tu as la narration indirecte où tu vas comprendre qu'il s'est passé quelque chose. En jeu vidéo, on parle beaucoup de narration par l'environnement. Mais ça existe en série, en cinéma, ce que tu veux. Tu vois un personnage qui rentre dans une pièce, qui rentre chez lui, qui voit qu'il y a une valise, tu te dis tout de suite, ah ouais, c'est l'autre personne qui fait les bagages et qui va s'en aller, quoi. Et il n'y a pas eu de dialogue, il n'y a pas encore eu de regard entre les personnages. Simplement, tu as un élément de décor qui est ici. Tu avais ça au théâtre, tu avais ça partout. Et donc même si tu n'as pas d'interaction, tu as déjà une participation du public à ça. Je voulais rebondir 2 secondes sur la narration par l'objet pour un cas qui est intéressant, c'est les jeux From Software, qui du coup sont jouables sans s'intéresser aucunement à l'histoire. Tu vas être un peu plongé dans l'obscurité, mais c'est faisable. Et en fait, la majeure partie du lore, donc de l'histoire, la légende qui sous-tend ce jeu, va être racontée par les descriptions d'objets. Donc en fait, il y a des joueurs qui vont être en mode bourrin, etc., et d'autres qu'on va appeler les archéologues. Eux vont aller regarder chaque objet et dire « Ah, cette épée vient d'un lord qui a été évoqué dans un autre costume ». Donc ils vont aller voir et carrément reconstruire l'histoire à partir d'éléments éclatés. Donc c'est un peu presque volontairement une narration qu'on rend presque un peu compliquée, mais qui du coup arrive comme une récompense en fait, et c'est assez étrange. Et il laisse pour autant le choix aux joueurs de dire si tu veux, tu peux ne pas t'y intéresser, mais si tu t'y intéresses, il va y avoir une vraie implication de ta part de collecteur d'histoire, de peut-être mal interpréter des choses, parce que c'est toujours sibyllin, c'est jamais très clair. Même les PNJ, quand ils te parlent, tu captes pas trop ce qu'ils te disent. Et en fait, peut-être dans 2-3 mois, tu vas dire « Ah, mais oui, c'est ça ». Donc en fait, c'est intéressant aussi de prendre le contre-pied et de dire on va complexifier un peu les choses pour recréer un investissement du joueur et qui va s'accaparer ainsi comme un récit qu'on découvre et qu'on reconstruit soi-même. Je trouve qu'il y avait un vrai pari par rapport à l'industrie qui t'invite plutôt à faire des choses qui sont censées marcher assez vite. Eux, ils ont pris l'inverse, et pour autant, je trouve que ça recrée du mystère autour de l'envie qu'on a envie de dévoiler une histoire, d'aller collecter des choses et de, du coup, balader dans le jeu pour comprendre ce que le jeu a à te raconter. Et c'est une autre approche qui est cool aussi, je trouve. Voilà. Alors du coup, là, je m'adresse vraiment aux personnes de l'industrie. Comment on fait justement pour gérer ces différents profils de joueurs Tu disais qu'on va avoir des joueurs qui vont être très très investis dans la narration, qui vont aller chercher tous les petits indices, les petits objets dans les décors pour essayer de comprendre toutes les subtilités de l'univers, et à l'inverse ceux qui vont vouloir aller droit au but. Comment on fait pour que l'histoire reste compréhensible pour ces deux profils de joueurs assez différents? C'est une excellente question. C'est une vraie difficulté. Quand je suis arrivé sur Dofus, je vais raconter une petite anecdote, mais je pense que c'est assez évocateur. Il y avait plein de maps qui existaient, plein de créatures, il y avait déjà des classes, donc des guerriers, des magiciens. Pour moi, ça racontait déjà énormément de choses. Et il y avait 95% des quêtes, on va dire, voire 99% des quêtes, c'était un PNJ qui disait « Bonjour, j'ai besoin de 10 pinces de crabe ». Et moi, j'ai été choqué. Je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. C'est pas possible de faire ça avec cet univers. Enfin, il y a mieux à faire. J'étais là pour ça. Mais en fait, ça marchait. C'est-à-dire que les joueurs qui étaient vraiment des hardcore et qui avaient envie de level up leur personnage, ils étaient dans cette logique-là. Eux, le texte, ils en avaient, mais vraiment, mais rien à foutre, quoi. Rien à foutre. C'est ok, les 10 pinces de crabe. Ok, allez, je vais looter, c'est bon. Et finalement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a catégorisé les quêtes. On s'est dit, tiens, il y a des quêtes qui vont vraiment récompenser les joueurs, qui vont être plutôt système, et des quêtes qui vont être ce qu'on a appelé les quêtes background, du coup. Des quêtes qui vont être beaucoup plus riches en termes d'univers, en termes de personnages, etc., où on peut aller looter des livres. Enfin, je veux dire, c'est quoi, les premiers joueurs de Dofus lootaient des livres, mais vous êtes fous, quoi, faut lire, quoi. Et quand on a fait ça, on s'est retrouvé avec une vraie communauté RP qui pouvait être incarnée dans le jeu.
Donc les gars allaient looter les livres, ils faisaient des quêtes background, ils étaient enchantés, et ils faisaient après, une fois qu'ils avaient lu les livres, en fait, ils faisaient des concours de bardise. Ils se réunissaient et puis via le chat, quoi. Donc ils faisaient des concours de bardise et on s'est dit bon bah voilà, là c'est bon, on contente à la fois nos hardcore gamers qui sont vraiment purs grind, donc le fait de level up le personnage, et puis ceux qui sont aussi un peu plus voilà, poètes dans l'imaginaire, dans un jeu qui est assez social où on discute beaucoup, hein, dans Dofus, enfin dans les MMO on discute beaucoup, quoi. Donc ouais, voilà comment ça s'est un peu passé, quoi. Est-ce que vous avez aussi une anecdote sur ce sujet-là ouais. J'en ai une sur notre jeu Dead in Vinland, où à la base, on voulait que ce soit un jeu qui plaise beaucoup à des joueurs de roguelite, mais qui aiment aussi une petite composante narrative. Au final, on s'est rendu compte, quand le jeu est sorti, que la communauté était extrêmement divisée. Il y avait d'un côté les joueurs qui en avaient rien à faire de l'histoire, absolument pas, au contraire, ça les embêtait de devoir lire les relations entre les personnages. Donc il y a une partie du studio qui est extrêmement triste, et l'autre partie des joueurs qui, elles, au contraire, on n'avait rien à faire de l'aspect gestion. Eux, ce qu'ils voulaient, c'était juste suivre l'histoire des personnages, comment est-ce qu'ils allaient bien s'entendre les uns avec les autres. Au final, quand notre jeu était plutôt hybride à la sortie, on a réussi à faire une version où on a un patch où des joueurs ont pu se dire, bah voilà, là on va jouer que en bac à sable et sans l'histoire, et donc là ça a plu à cette partie de joueurs. Et tous les autres joueurs qui étaient sur la narration mais pas tant sur le challenge ni sur la gestion, eux ils ont pu, grâce aux différents niveaux de difficulté, la diminuer pour en fait n'être absolument pas challengé et juste suivre l'histoire limite comme dans un visual novel. Moi, je me rends compte qu'en tant que joueuse, j'ai beaucoup de mal quand je joue à un jeu où il y a beaucoup d'action et où c'est très dynamique, de me retrouver face à des éléments où d'un coup, je dois tout arrêter pour lire beaucoup de textes. J'ai pas de problème à faire des visual novels, mais parce que je recherche cette expérience-là, et c'est plus compliqué dans les jeux de devoir lire des notes manuscrites ou des choses qui sont très longues. Je trouve qu'il y a des jeux qui contournent assez bien ce système-là. Je pense à des jeux comme, je crois, les Fallout ou BioShock, où il y a des systèmes de magnétophone, où on vient te rajouter en fait une bande-son qui va te rajouter du scénario sans que tu aies besoin de lire, et du coup, sans casser le rythme, tu vas pouvoir continuer à progresser avec l'audio en même temps. Tu peux te concentrer dessus, tu peux ne pas écouter, et ça va te permettre de rajouter un peu d'épaisseur à ce que tu es en train de vivre, sans forcément casser complètement le rythme de ce que tu es en train de faire, quoi. Je pense à une expérience quand moi je fais du Twitch tous les jeudis soirs. On a une petite communauté cool, et moi je suis pas dans des jeux à skill très rapides, etc., parce que je joue mal et que je préfère partager un moment, une expérience souvent narrative, etc. Et le mieux, c'est les jeux où il y a un peu de texte, pas trop, c'est un dosage aussi, et où je vais pouvoir faire la voix, où il n'y a pas de voix qui parle par-dessus, mais où il y a simplement du texte, et où du coup je vais m'amuser à faire vivre en fait le texte pour que le viewer du moment ait la phase gameplay, mais aussi la phase narrative. Alors pour Call of Cthulhu, j'adore Lovecraft, donc je prenais une voix Lovecraftienne, tu vois, genre, et du coup ça faisait, enfin ça offre quelque chose qui suppose de raconter quelque chose qui était censé être juste raconté, et je pense que ça peut, il y a une zone qui est intéressante aussi là-dedans. Voilà, je pensais à ça parce que c'est peut-être pas prévu par la personne qui écrit le jeu de dire tiens, ce texte va être lu par quelqu'un à d'autres gens pendant un jeu où ils seront 100 à regarder un truc. Donc c'est marrant, il y a un côté coin du feu en fait qui s'installe parfois, où on passe dans une phase de jeu à yes cool, je vais pouvoir leur faire vivre un moment d'histoire que d'habitude tu vas peut-être passer pour dire allez, je veux aller voir ce qu'il y a après, quoi. Donc c'est marrant comment la communauté et le fait d'être tous autour d'un feu virtuel fait que tu as peut-être envie de raconter des histoires en fait, avec quelque chose que tu passes d'habitude. Ok, alors je sais pas combien de temps il nous reste. Si quelqu'un a l'heure, moi je l'ai pas. Il nous reste 10 minutes. Ok. Bon, du coup on va passer aux questions de fin. Du coup, est-ce que vous pourriez chacun nous faire part d'une de vos expériences de jeu narratif qui vous a le plus marqué, l'histoire d'un jeu vraiment qui vous marque, que vous n'oubliez pas, et peut-être qui vous a aussi donné envie de faire du jeu vidéo, ou en tout cas de travailler de près ou de loin autour du jeu vidéo?
Comme j'ai le micro en main, on va commencer par moi. J'ai peut-être des exemples, j'en ai plusieurs, hein. J'en ai peut-être 3. Bon, je peux en prendre 3, j'ai le droit? Allez, vas-y. Vous m'autorisez? J'ai commencé par un vieux jeu de l'Encore, qui s'appelle le Manoir de Mortevielle, qui est une enquête policière. Donc il y a eu un meurtre, il faut justement répondre, faut lire, hein. Il y a une partie de lecture, il y a une partie à écouter. Et c'est des images assez statiques, on doit aller avec bon, à l'époque on avait sa souris ou son clavier, aller rechercher les informations dans un tiroir, dans une garde-robe, trouver des indices et explorer. Donc cette histoire, elle se raconte, hein, on la suit. Donc ça c'est dans le côté rétro, donc le manoir de Mortevielle de Encore. Je passerai aussi par les Assassin's Creed, forcément qui donnent envie d'explorer, qui racontent l'histoire d'un personnage et qui nous donne envie d'explorer une ville et de continuer cette quête qui est faite par le perso. Et là, justement, on parlait tout à l'heure de jeux immersifs dans lequel on est entre le cinéma et le jeu, où on a envie de savoir ce qui se passe en fait. On a envie de s'immerger dans le jeu, en fait, de savoir la suite, si on change de comportement, qu'est-ce qui va se passer. Et voilà, donc je prendrais comme exemple Détroit. Voilà. Donc Assassin's Creed, Détroit et Manoir de Mortevielle. J'ai fait tellement de jeux qui racontent des histoires. Je conseillerais peut-être To the Moon. Alors pour revenir sur est-ce qu'il y a besoin de nombreuses heures de jeu pour se plonger dans un univers et se sentir concerné et ressentir de l'émotion? Non. C'est un jeu qui se fait en 4 heures et voilà, qui m'a bouleversée totalement. Donc ça existe uniquement sur PC, je crois. Je ne peux pas ne pas citer la saga des Final Fantasy. Je ne choisirai pas de Final Fantasy aujourd'hui. Je ne vais pas commettre cet impair, mais c'est quand même sur l'ère PlayStation 1 très 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 belles histoires qui ont bercé mon enfance. Donc voilà, Final Fantasy 7, 8, 9, 10. Elle a dit des noms quand même finalement. Moi je vais faire du forcing, je vais dire le même jeu que la même question que tout à l'heure, mais pour autre chose. Donc c'est Outer Wilds et le gameplay c'est qu'on est quelqu'un qui va explorer une petite galaxie à la recherche de morceaux de texte, en fait de bouts d'une histoire d'une ancienne civilisation. Et concrètement tout ce que tu fais c'est aller dans un endroit auquel tu as galéré à accéder, et où au fond de cet endroit il y a un bout de texte qui va grâce à un lecteur apparaître sur un mur. Et en fait, tout le but de l'histoire, il n'y a pas de shoot, etc. C'est uniquement de l'exploration et ça fonctionne sur un cycle. Et à chaque cycle, en fait, finalement, ne te reste que ce que tu sais déjà de l'histoire. Et ton but va être de reconstituer une histoire en explorant. Et ils ont tellement parfaitement lié la découverte de l'histoire avec l'exploration de l'univers dans lequel elle s'est produite il y a 2000 ans, qu'en fait, ça devient quelque chose d'extrêmement troublant et de terriblement émotionnel. Enfin, vraiment, meilleur jeu de la Terre, faites-le. Et c'est un jeu avec uniquement du texte, quasiment, et de l'exploration. Ouais, moi aussi j'ai pas mal de souvenirs en fait. Manoir de Mortevielle, effectivement, les Passagers du Temps, tous ces trucs-là qui sont antédiluviens. Là, je vois qu'il y a Another World. Effectivement, ça a bercé mon enfance aussi. Moi, plus récemment, il y a un jeu qui est sorti sur mobile, qui est un jeu textuel, narratif, qui s'appelle Lifeline, et qui est un jeu en temps réel. Où en fait vous dialoguez avec un cosmonaute qui a envoyé un message à travers l'espace, et ce message c'est une bouteille à la mer, enfin c'est une bouteille lancée dans l'espace, et vous le captez sur votre téléphone, et vous devez aider ce cosmonaute à survivre. Et ce truc là, quand c'est sorti, je me suis dit les gars ils ont inventé un truc, c'était vraiment bon parce que en fait c'était textuel, pas d'image. Mais une mécanique tellement minimaliste en fait, qui rappelle le livre dont vous êtes le héros, que ça en devenait hyper séduisant, hyper fort. Et moi à cette époque-là, j'avais pas tellement le temps de jouer, et du coup j'avais un récit qui était en temps réel. Le cosmonaute m'envoyait des SMS et tout ça. Qu'est-ce que je fais là, machin. Et moi, c'était une grosse source d'inspiration pour Chroniric notamment, puisqu'on est sur le même type de mécanique. Et du coup, voilà, je conseillerais d'aller voir ce que fait Lifeline, parce que c'est plutôt bien écrit en plus, parce que c'est par Dave Justus, qui est l'auteur de Wolves Among Us, qui était un auteur de Telltale. Donc voilà, je conseille Lifeline. Ouais, très très bien Lifeline, ouais. J'ai pas forcément d'exemple très concret de comment j'en suis arrivé là.
Moi, simplement, j'ai grandi avec Nintendo, donc c'était les Zelda. C'est très classique, hein, t'as un personnage qui participe à un univers vachement plus vaste, et voilà. Et je me plongeais dedans et j'adorais. Je pense que ce qui, par contre, m'a décidé à faire ce métier-là, en fait, ça a été Dofus, à une époque où c'était assez jeune et donc encore intéressant, je dirais. Et simplement, non, mais ça m'a permis de comprendre qu'on pouvait, en France, faire ce type de jeu qui était en plus mon humour. Donc voilà, c'est ça. Ben, moi, en fait, je suis arrivée dans le jeu vidéo grâce à Final Fantasy 7 et 9. Où, en fait, c'était une grosse claque à l'époque de se dire que des petits personnages, pas super bien modélisés, mais à l'époque, c'était magnifique, arrivent à porter des histoires qui prennent aux tripes et qui sont d'actualité, alors que c'est quand même des mondes totalement fantaisistes. Et ensuite, si je devais citer un autre jeu, ce serait aussi Journey, qui, même s'il n'y a aucun texte, suivre le cheminement en solitaire de ce petit personnage et de voir en fait des ruines de civilisation et juste des fresques en fait pour nous essayer de deviner qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi est-ce qu'on est le seul. Moi, à la fin, j'ai pleuré. Hein. Ok, j'imagine qu'il doit nous rester 5 minutes. Du coup, je propose qu'on passe aux questions avec le public. Est-ce que vous avez des questions, des sujets que vous souhaitez aborder? Ouais. Attends. Je vais me lever. Merci, bonjour à toutes et à tous. J'ai pris des notes du coup pour essayer de faire une question un peu synthétique et structurée. Quelqu'un a mentionné les jeux Quantic Dream tout à l'heure dans une perspective d'explorer différents points de vue en refaisant des parties ou des scènes. Et ça m'a fait penser au jeu de Taro Yoko, donc qui est un game designer et auteur de jeux vidéo japonais. Qui a notamment écrit les jeux Nier Automata, vous devez peut-être connaître. Et en fait, dans ces jeux, pour appréhender le propos et bien comprendre tous les tenants et aboutissants de l'univers, il faut refaire le jeu. Quand on l'a terminé une première fois, en fait, on a vu qu'une partie du propos global. Et donc, par exemple, dans Automata, on va jouer un autre personnage, avoir sa perception du monde, etc. Et dans Nier, en refaisant le jeu, on a une perspective sur les ennemis, une perspective empathique, qui est ouverte sur les ombres, qui sont les ennemis du jeu. Et en fait, on comprend à ce moment-là à quel point nos actions de la première partie étaient moralement ignobles et indéfendables. C'est-à-dire qu'on a tué des personnes qui ont un destin tragique, quoi. Et donc, en refaisant le jeu une deuxième fois et en sachant maintenant un peu l'histoire de ces ombres, on ressent un sentiment de culpabilité. Et donc, j'en viens à ma question. Donc, on se sent coupable d'en venir dans cette deuxième partie. Et la question, c'est est-ce qu'il y a, selon vous, des émotions qui sont proprement vidéoludiques? Par exemple, la culpabilité, en fait, je me suis rendu compte en la ressentant d'en dire que je ne l'avais pas vraiment ressenti dans autre chose qu'un jeu vidéo. D'ailleurs, c'était peut-être l'un des seuls jeux vidéo qui me faisait ressentir ça, mais au cinéma ou quoi, je n'ai pas l'impression qu'on ressente de la culpabilité. Et donc, si oui, quelles seraient-elles ces émotions proprement vidéoludiques, quoi? Alors, quelqu'un veut répondre? Ouais. Moi, le premier exemple qui me vient en tête, justement pour la culpabilité aussi, ce serait Shadow of the Colossus, où on est obligé, en fait, par le gameplay, à tuer d'énormes colosses qui nous ont rien demandé. Et c'est tragique comme jeu. Alors, moi, c'est assez flippant parce que j'allais parler de Shadow of the Colossus aussi, mais pour la solitude. C'est la première fois que j'ai ressenti la vraie solitude dans un jeu, et même en plus le fait de jouer à un jeu vidéo est quelque chose d'assez solitaire en soi, et ça a mis en abîme ce truc-là. Et il y a eu des moments aussi où j'ai ressenti une peur un peu profonde. Je suis resté devant un lac, il y avait un colosse où il fallait passer dans un lac pour aller sur une plateforme, et j'avais un peu peur de l'eau, et en fait cette eau-là me faisait peur. Je suis resté 20 minutes à dire putain, j'arrive pas à y aller, quoi. Et ça, c'est la première fois que je me disais waouh, le jeu me fait ressentir des trucs très loin du fun, etc. Donc je dirais solitude quand même, une vraie solitude, quoi. Alors tout à l'heure tu parlais de jeux de Quantic Dream. Effectivement, tu ressens plus d'empathie pour des personnages, et donc à un moment tu changes ton choix pour voir ce qui se passe,
si tu protèges pas un personnage, si tu ramasses pas un objet. Par exemple, tu vois, dans des jeux de Quantic Dream, c'est souvent des objets qui peuvent changer aussi le choix de ton jeu. Et donc, forcément, moi, je me suis attaché au personnage. Donc, il n'y en a pas qu'un seul dans le dernier, il y en a plusieurs. Et donc, forcément, je me suis attaché pour dire qu'est-ce que je peux faire pour les sauver au maximum. Le regret, ouais. De dire, s'il se passe un truc, je vais pas te mentir, la première version, j'ai fait mourir Connor. Donc forcément, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe s'il ne meurt pas? Voilà. Alors, il y a aussi des choses positives dans le jeu vidéo. Je pense moi à la coopération, que ce soit dans un MMO où on s'échange un truc, ou dans un jeu local à deux où chacun permet à l'autre d'avancer, etc. Il y a une complicité, il y a quelque chose qui est vraiment propre à l'interaction, quoi. Donc, moi, je suis aussi joueuse de jeux de rôle grandeur nature, donc il y a pas mal d'émotions en fait que je peux. Enfin, en fait, l'avantage du jeu vidéo, c'est que ça permet d'explorer des choses qu'on ne peut pas forcément dans la vie de tous les jours. Donc, la culpabilité, on peut en avoir dans la vie de tous les jours, mais la travailler autant que dans un jeu, pas forcément. Dans le jeu de rôle papier, dans le jeu de rôle grandeur nature, ça nous permet aussi d'explorer d'autres émotions. Et en fait, je pense que c'est juste ça, le fait d'être acteur d'être acteur de l'histoire. C'est ça qui va nous permettre d'explorer des choses plus profondément que si on regardait simplement un film. Et puis pour rejoindre ce que tu disais, je pense dans les émotions positives, la fierté aussi tout simplement d'avoir réussi le niveau, d'avoir été au bout du jeu, d'avoir gardé tel personnage en vie. On peut pas ressentir ça à la fin d'un film, donc je pense que mine de rien, faut pas l'oublier. Ouais. D'autres questions, si on a encore le temps, ouais. Alors, hop. Bonjour. Quand on parle d'interactivité, qui est le langage propre du jeu vidéo, il y a donc cette notion de choix. Et il y a quelque chose d'intéressant dans le jeu vidéo, c'est qu'il y a tous les joueurs, toutes les joueuses jouent à des jeux, mais il y a peu de jeux qui sont vraiment finis, d'après les statistiques. Parce qu'arrive à un moment donné, on se dit j'ai plus envie de continuer à jouer, soit pour des raisons de design du jeu qui n'est pas amusant, soit parce que l'histoire qui m'a racontée ne m'intéresse pas. Et je voulais vous demander si vous aviez un souvenir ou si vous aviez quelque chose dont vous vous rappelez, d'une manière générale, qu'est-ce qui vous pousse à continuer à jouer dans un jeu? Je prends deux petits exemples peut-être pour préciser ma question, des exemples plus ou moins récents. Il y a le cas de Journey dont on parle depuis tout à l'heure, où je trouve qu'il y a quelque chose d'assez fou qui se passe dès le début du jeu. On arrive dans un désert, dans une situation de détresse, rien ne nous est donné et on voit juste une lumière au loin. Et là, je me dis que les game designers ont forcément appelé à ce sentiment de détresse qu'on ressent en incarnant le personnage et se dire je vais aller vers le seul truc qui peut-être peut me sortir de sa détresse, donc cette lumière, avec toute la symbolique que ça implique. Et c'est à partir de là que le voyage continue. Je me dis, le même jeu sans la lumière qu'on voit au loin, on tourne en rond pendant un quart d'heure avant de tomber sur une ruine ou sur quelque chose qui permet de continuer. Un deuxième exemple qui moi, m'a personnellement beaucoup parlé, c'est le jeu Subnautica, qui en gros nous place dans une situation où on est échoué sur une planète qui est à 99% remplie d'eau et on doit trouver un moyen de s'en sortir. Moi personnellement je suis un peu terrifié par les abysses et jouer à ce jeu-là, j'ai même failli arrêter parce que je ne pouvais pas aller au plus profond des abysses, là où bien sûr le jeu nous invite à aller. Et pourtant ce qui m'a poussé à continuer, c'était de trouver des logs qui racontaient, des journaux qui racontaient des péripéties de précédents personnages qui étaient venus avant sur la planète. Et c'est l'affect que j'avais pour eux qui m'a donné envie de savoir ce qui leur était arrivé. Et c'est ça qui m'a poussé à aller au profond dans ces abysses. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a des moments, il y a des choses dans un jeu qui nous poussent à continuer. Et donc je voulais savoir quelles étaient principalement chez vous les choses qui me disent non, ça je veux continuer à ce jeu-là parce qu'il y a ce truc-là qui m'intéresse et que je veux vivre ou ressentir, quoi. Longue question, désolé. Alors qui veut répondre en premier? À propos de la complétion des jeux narratifs particulièrement, il faut savoir que les jeux narratifs ont un taux de complétion qui est supérieur aux autres jeux. Justement, grâce à l'histoire, c'est un truc qui a été étudié. Donc voilà, quand l'histoire est bonne, et bon, le boulot quand même du narrative designer,
c'est de faire que l'histoire va être bonne, c'est-à-dire que les gens arrivent au moins jusqu'au bout en délivrant une bonne dose d'émotion. Donc on peut noter déjà qu'effectivement on a cette spécificité-là dans les jeux narratifs. Et après, qu'est-ce qui moi, personnellement me pousse? En fait, moi, il y a... Je sais pas, en fait. Sincèrement, je sais pas. Pourquoi à un certain moment, on va se projeter... En fait, tu parlais d'un truc qui est très perso, finalement, cette peur des abysses. À un moment donné, en fait, il y a quand même ce phénomène de... on se projette sur un personnage, on se projette sur un récit, et ça va nous parler à nous, et rien qu'à nous. Et ça échappe complètement, finalement, au scénariste, quoi. On parlait des archétypes tout à l'heure. Je pense qu'effectivement, il y a des clés d'entrée qui sont peut-être un peu universelles, genre jouer sur les peurs, jouer sur la culpabilité, et que c'est un super bon moteur, quoi. Parce que justement, explorer une émotion particulière comme la peur ou la culpabilité dans un jeu vidéo, quelque part, c'est un luxe incroyable, quoi. Donc effectivement, quand il y a cet attrait-là particulier, c'est gagné. Mais alors moi, de ma propre expérience, je sais jamais en fait ce qui va plaire. Moi, j'ai mes trucs à moi. Je me dis, ah ouais, tiens, il y a du rythme, etc. Il y a des techniques. Mais après, des fois, les joueurs ils nous interpellent sur des choses qui, moi, me paraissent complètement anecdotiques et qui, pour eux, en fait, me dire, mais moi, ce truc-là, mais ça m'a fait penser, mais pendant des jours, quoi. Je suis très content de l'apprendre. Mais à la base, c'était pas forcément conçu pour ça. Il y a toujours un moment quand on écrit des histoires où ça nous échappe et où le public, finalement, se les réapproprie. Et bon, c'est ça qui est génial. Enfin, en tout cas, ouais. Quelqu'un veut rajouter quelque chose? Ouais. Je pense que c'est tout simplement, pour rendre ça basique, l'intensité des émotions qui te sont procurées, que ce soit de l'empathie ou de la peur ou autre chose, c'est parce que tu vas ressentir quelque chose d'extrême que tu vas vouloir aller plus loin. Si c'est trop extrême, bon, tu peux avoir envie d'arrêter sur la peur, par exemple, mais c'est ça, y compris dans des jeux très mécaniques qui vont simplement... susciter quelque chose de satisfaisant quand tu vas gagner un niveau, quand tu vas... voilà, les jeux Nintendo, ils ont plein de petits effets, waouh, machin, les Candy Crush et tout ça, t'as un moment, on t'a frustré, mais on te libère de cette frustration, et donc ça génère quelque chose, et t'as envie d'aller plus loin, quoi. J'ai peut-être un truc à rajouter justement sur un personnage que je trouvais personnellement mystérieux et bien réussi dans Red Dead Redemption, le premier, et j'oublie son nom. Mais en revanche, ce personnage-là, il est super charismatique. C'est une sorte de hors-la-loi, balafré. C'est le mec qui a, en fait, il a vécu dans sa vie, quoi. Et on sent que dans ce personnage-là, en fait, c'est pas un mec qui a fait du bien aux autres. On le sent, quoi. C'est vraiment, il a un côté bad guy, il a un côté un peu racaille, quoi, ce gars-là. Et en fait, quand on le joue, c'est quand même le mec on lui rachète une bonne conduite. Tu vois, il va aider des fermiers et tout ça, donc on peut le jouer comme ça. Et moi, je me suis dit, mais il y a vraiment un truc sur ce personnage, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Et en fait, voilà, toute la subtilité, c'est qu'au départ, effectivement, il est accompagné, c'est un hors-la-loi, hein, qui se rachète une conduite pour trahir son gang. Et ce truc-là, ça se révèle... Et tu te dis, mais comment ça va terminer? Est-ce que moi, je vais réussir avec lui à trahir le gang? Est-ce que je vais faire ça? Et donc là, la subtilité, c'est effectivement, tu vois, d'allier de révélation en révélation pour qu'au moment, boum... Voilà, quoi, jusqu'à... Je spoil pas, mais c'était très très bien joué de la part de Rockstar Games. Ça. Je vais répondre par l'inverse à ta question. Je trouve que ce sera plus facile peut-être de répondre à qu'est-ce qui me fait arrêter un jeu que je suis en train de faire. Et je vais parler d'un jeu qui s'appelle Echo, E-C-H-O, et dont je me suis arrêté de jouer dès l'instant où le jeu a arrêté de me raconter son intro et sa mise en place scénaristique pour rentrer dans du gameplay. Et je trouve que c'est une des plus belles intros de jeux vidéo qui existent. On est une femme dans un vaisseau à la dérive qui arrive sur une espèce de planète bibliothèque et elle rentre dans des couloirs versaillais incroyables. Enfin, au début du jeu, t'as vraiment t'es dans 2001, dans une espèce de truc complètement dingue, et ça se transforme en jeu d'infiltration qui a l'air très bien. Mais j'ai posé en disant, ah dommage, moi j'aurais voulu marcher dans ces couloirs jusqu'à la fin du jeu et que vous continuiez à me raconter ça. Et du coup, le fait que ça devienne un jeu vidéo presque à ce moment-là, c'était tellement bien que ça m'a fait arrêter le jeu en fait. C'est bizarre, mais voilà, c'est un exemple marrant. Moi, je sais que ce que j'aime particulièrement, c'est quand l'univers est suffisamment riche et cohérent où, en dehors du jeu, je peux continuer à me faire ma propre histoire. Par exemple, dans Dragon Age 2, j'ai détesté l'histoire principale. J'ai pas vraiment aimé le gameplay, mais dans l'ensemble, j'ai beaucoup aimé le jeu. Pourquoi? Parce qu'il apporte énormément de choses à l'univers. Et en fait, ce qui m'a fait continuer de jouer,
c'est justement de voir les petits morceaux de codex, les implications sur la géopolitique de TDAS, sur les différentes relations entre les peuples. Et moi, en fait, c'est plus le jeu vidéo va être cohérent et va laisser de portes ouvertes, et plus ça va m'accrocher en fait pour que je puisse en fait me faire ma petite histoire une fois que j'ai fini de jouer. Et moi, par contre, j'ai ce truc horrible, je ne sais pas si vous avez ça, mais j'ai beaucoup de culpabilité à abandonner un jeu, par contre. C'est très, très, très difficile. J'ai envie de continuer coûte que coûte. C'est vraiment une épreuve de dire, bon, j'enlève la cartouche et je ne la remettrai pas. C'est horrible. Est-ce qu'on a le temps pour une dernière question ? Non ? Ok. Bon, désolé pour ceux qui avaient encore des questions. Merci à tous. N'hésitez pas à interpeller les invités au détour du festival pour d'autres questions ou pour continuer à discuter sur ce sujet. Merci beaucoup et bon festival.